Voilà, mes amis, donc on m'a demandé d'essayer de faire synthèse de la journée, ce qui est une tâche excessivement exigeante. Alors d'abord, merci à tous les participants, tous les intervenants, et félicitations à ce que vous réalisez ici sur le territoire. Et il n'est pas étonnant que votre ADN est celui de la FIRA, qui travaille sur la recherche collaborative, participative, appliquée, dit-on, et puis le transfert des innovations se retrouve aujourd'hui. En tout cas, c'est une journée qui fait date, et donc avec tous les partenaires et acteurs d'Eure-et-Loir. Alors, quelques idées forces, me semble-t-il, en ressortent. Je serai certainement bien incomplet, vous m'en excuserez. Ce qui est visé par des journées telles, c'est donner corps à la vision inclusive. La vision inclusive, moi je ne parle pas d'idées, je parle de vision pour notre société. Tant notre société semble manquer de vision et d'horizon. Déjà, ça positionne cela, mais on est d'accord éthiquement, mais ça manque de corps, ça manque de mise en acte, ça manque souvent d'incarnation. Et vous l'avez montré, il ne s'agit pas d'édicter des visions, il s'agit de leur donner chair, et pour donner chair à une vision, il faut agir de concert. Et on voit bien que dans le contexte actuel, ça pose un problème particulier. Ce que l'on dit semble aller à contre-culture du monde et de la société telle qu'elle tourne autour de nous. Des juxtapositions d'individualisme ou du communautarisme et une difficulté à faire société et à travailler ensemble. Alors nous venons remettre en cause cette empreinte culturelle qui, hélas, porte notre temps. Donc, on se pose une question inquiète, une interrogation inquiète. Comment refaire corps autour de la vision inclusive pour l'école, pour la société, pour tous les morceaux de la mosaïque sociale? Et pourquoi faut-il adjoindre le mot inclusif à des mots qui n'en auraient pas besoin? Parce que concevez-le avec moi, la société, c'est une alliance, c'est une coopération entre des compagnons qui partagent un destin commun. C'est ce que dit l'étymologie. Et l'école, nous le voulons, l'école de la République, obligatoire, gratuite et accessible, hospitalière aussi. Mais nous avons besoin, et ce n'est pas neutre, de rajouter des exhausteurs de sens, ce qui redonne sens au mot société, au mot d'école. Parce qu'on finirait par l'oublier. Il n'est écrit d'une part, nulle part, que l'école est un patrimoine privatif pour ceux qui, par le hasard d'une naissance ou du cours d'une vie, ont été protégés de ce qu'on appelle handicap. C'est écrit nulle part. C'est une école patrimoniale. Donc la règle, c'est qu'elle ne devient patrimoine commun que si elle est accessible à tous. Donc on ne fait pas une faveur, ce n'est pas une morale, c'est le respect de ce qu'on édicte. C'est la mise en acte de ce qu'on édicte. Et je suis de ceux qui n'utilisent pas le mot « un enfant en inclusion scolaire ». Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Les enfants qui vont à l'école sont scolarisés. Qu'ils soient en situation de handicap ou non, ils sont scolarisés. Un adulte qui travaille, qu'il soit en situation de handicap ou non, il accède à un emploi. Pourquoi faut-il dire un enfant en inclusion scolaire ? Pourquoi faut-il dire un adulte en inclusion professionnelle? Vous voyez, nous allons à l'inverse de ce que nous voulons. Nous créons par des mots des frontières. Et le mot inclusion fait partie de cela. Donc il ne s'agit pas d'inclure des enfants à l'école. Ça, c'est une coquetterie de langage que nous avons mis en œuvre. C'est une coquetterie. Tout enfant, par naissance, est inclus. Il est en inclusion dans la société humaine et dans l'humanité. Si on ne s'accorde pas là-dessus, on ne peut pas aller plus loin. Donc il ne s'agit pas de les inclure, il s'agit de ne pas les déshériter ou de ne pas les exproprier. C'est tout autre chose. C'est tout autre chose. Et je crois que nous avons à réfléchir à cette idée d'un horizon commun où on ne peut pas devenir adulte ensemble si on ne grandit pas ensemble enfant.
et que ça renvoie à un droit d'enfance. Là aussi, on peut avoir une autre interrogation inquiète. Pourquoi faut-il dire que ces enfants ont des droits fondamentaux? C'est une question de droit, mais pourquoi faut-il le redire? La Déclaration universelle des droits de l'homme date de 1948. 1948. Et nous sommes là à dire que ce n'est pas une question, c'est une question de droit. Mais évidemment que c'est une question de droit. Qui pourrait penser autrement? Qui pourrait penser autrement? Donc, ce que je veux dire, c'est que ce qui s'est exprimé aujourd'hui s'est exprimé de manière pragmatique. Il faut donner corps à tout ça. Et les propos convenus concernant cette question sont, à mon avis, déplacés. Ils n'ont plus droit de citer. On a signé un contrat, la loi de 1975, ça fait 50 ans, plus de 50 ans. On a signé un contrat avec la loi de 2005, ça fait plus de 20 ans. Et on a signé un contrat avec la Convention internationale sur l'égalité des droits, qui a été adoptée elle-même il y a 20 ans. Ça a été dit tout à l'heure par le député, on s'est fait rappeler plusieurs fois à l'ordre. Pourquoi? Non pas parce qu'on n'a pas signé, non pas parce qu'on n'a pas ratifié, parce qu'on n'a pas mis en acte. Or, cette mise en acte, et je terminerai avec ça, suppose d'abord d'inscrire, et vous avez beaucoup insisté là-dessus, l'affaire de l'école et de l'éducation sur un continuum. Une vie ne se segmente pas de manière radicale entre une vie familiale, des structures petite enfance, l'école, le collège, le lycée, l'université. Tout à l'heure, on débattait autour du terme école, on l'emploie de manière générique. L'école, ça renvoie avec un grand E au système éducatif. Ça ne veut pas dire l'école primaire, simplement. Donc, c'est tout ce continuum. Tout cela tourné vers l'idée qu'une vie ne s'arrête pas là. Elle prétend ensuite à faire œuvre dans un lieu professionnel. Donc c'est bien penser en continuum et non pas penser en fragments. Ce ne sont pas des fragments épars. Une vie, c'est quelque chose de l'ordre d'une réunion qui fait sens. Alors je ne parle pas évidemment d'une vie culturelle, artistique, sportive, de loisirs, etc., etc. Deuxième exigence, c'est la question de l'aménagement. Vous avez beaucoup insisté là-dessus. Alors l'aménagement, ça veut dire quoi? L'aménagement pédagogique, didactique, temporel, des rythmes. Parce qu'il ne suffit pas de mettre un plan incliné en façade de l'école et de compter le nombre de personnes qui sont entrées dans l'école depuis la loi de 2005. Et on conclut 3 fois plus. Tout à fait vrai. Ça s'est multiplié par 3. Mais la question, ce n'est pas le plan incliné en façade. Pas seulement, en tout cas. C'est l'aménagement de la maison-école, patrimoine universel, je le répète, qui permet à un enfant de ne pas se trouver exilé à l'intérieur. Si vous avez beau aller dans une maison, si vous ne pouvez pas vous y déplacer, vous y mouvoir, vous y réaliser, eh bien, c'est un exil à l'intérieur. Or, la question aujourd'hui ne se pose pas simplement en termes quantitatifs. Et aujourd'hui, on ne l'a pas posée de cette manière, on l'a posée en termes qualitatifs. C'est toute la question de la conception universelle des apprentissages, etc., etc. Donc, voilà. Autre point qui a été également soulevé, c'est la question du lien avec des partenaires. Les partenaires, c'est étymologiquement ceux qui prennent part à quelque chose. Et d'évidence, dans le grand récit qui nous précède, historique qui nous précède, on a laissé des partenaires de côté. On a fait de l'entre-soi. Pourquoi a-t-on encore à répéter et à souligner souvent, à beaucoup de réunions, je constate, comme vous pouvez le constater, que les familles sont des partenaires. Mais évidemment, elles ont le droit d'auteur. Elles ont le droit d'auteur. On les a laissées trop longtemps derrière la porte. Parce que les professionnels avaient peur que les parents se professionnalisent. Alors l'inverse était vrai. Les parents avaient peur que les professionnels se parentalisent. Mais c'est du partenariat. Évidemment, c'est un partenariat naturel. Pourquoi faut-il s'interroger encore sur la valeur de la personne qui vit une situation, qui en est expert du dedans, expert en première personne, alors même qu'on ne les a pas écoutés? On les a entendus, mais on ne les a pas écoutés. On les a vus, mais on ne les a pas regardés. Donc, c'est très important, cette affaire du partenariat. Alors, quand on dit partenariat, bien sûr, j'élargis, médico-social, éducation, famille, partenariat, bien plus large, bien sûr.
La question qui a été posée, je voudrais y revenir, c'est Serge ce matin qui l'a justement évoquée, et on ne peut pas la passer sous silence, cette question, c'est la question de la formation. Si on veut faire culture, moi j'emploie plutôt le terme culture en commun, plutôt culture commune, qui voudrait uniformiser. Non, culture en commun. Enfin, à mes yeux, c'est l'expression qui me paraît convenir. Mais comment agir sur la subculture professionnelle de l'éducation nationale, du médico-social, sans une formation qui y prépare? Vous voyez? C'est pas possible, ça ne se joue pas comme ça. Hein. La formation, ça façonne. Comme l'éducation façonne, la formation façonne un futur professionnel. Et là aussi, ça a été très justement dit par Marie-Christine, je crois, pourquoi ne pourrions pas nous penser dans les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation, hein, qu'il y ait à un moment donné un tronc commun qui permette, comme le dirait Saint-Exupéry, l'apprivoisement des uns et des autres. On a des systèmes formatifs complètement filiarisés et on voudrait qu'il y ait une réunion rapide de deux secteurs qui se sont historiquement scindés au cours du temps. Donc, et enfin, je reviendrai sur une chose pour, bien sûr, la valoriser comme tout le reste, c'est la question des expériences innovantes. Ici, vous êtes dans une expérience innovante, une innovation qui est conduite, et grâce à ces collaborations avec la FIRA, avec tous les organismes, etc., il y a l'idée d'outiller ces expériences-là et de les transférer. La plupart du temps, ce qui se transfère, c'est ce qui ne va pas. Hein. Là, l'idée, c'est qu'est-ce qui réussit ? Pourquoi ça réussit et avec quelle méthodologie? Parce qu'on est désarmé de ce côté-là. On se dit il faut que ça se démultiplie, il faut que ça essaime. Mais la question, c'est comment? On est tous d'accord là-dessus, mais la question, c'est comment? Alors, on a montré aujourd'hui, c'est la collecte de données, leur interprétation, l'analyse des conditions de réussite, la production d'outils. Et tout ça, on va vers des leviers de transformation. Bref, et c'est au cœur de ce que nous essayons de faire à la FIRA, avec Philippe Chervin et toute l'équipe, c'est se dire, est-ce que les connaissances produites sont utiles à l'action? C'est ça la vraie question. Ce n'est pas pour se les approprier. Non, est-ce qu'elles sont utiles à l'action? Or, aujourd'hui, par déficit de formation, je crois qu'il nous faut l'entendre, toutes les études le montrent, ce déficit de formation, de méthodologie est génératrice de difficultés de tous ordres. En matière de gestes professionnels, en matière de capacité de travailler en coopération et en réseau, hein, avec des hiérarchisations et des scissions ou des fractures tout à fait illégitimes, c'est des difficultés en termes d'imaginaire individuel et collectif. D'aucuns disent mais il y a des élèves qui ne seraient pas productifs. Voilà. L'improductivité scolaire. D'autres travaillent sur la notion d'espérance de vie scolaire. Mais où en est-on? Où en est-on? S'agit-il simplement de production, hein, ou s'agit-il simplement, plus largement, de faire advenir un adulte avec ses multiples facettes? Et difficulté encore en matière de souffrance professionnelle, parce qu'on voit bien que des enseignants qui ne sont pas assez accompagnés, je crois que Serge, tu parlais aussi, et tu avais tout à fait raison, hein, on parle des besoins particuliers des enfants, il faut aussi parler des besoins particuliers des enseignants. Il y a des formes de burn-out, il y a des formes de souffrance professionnelle, parce que les gens ne sont pas préparés à des face-à-face pédagogiques qui sont pour eux atypiques. Et ça pose évidemment le problème de la formation. Vous voyez, je suis très très incomplet. J'ai pourtant noté, Muriel en a été témoin, elle m'a dit « Mais pourquoi Charles, tu notes autant ?» Parce que je ne voudrais rien oublier, mais j'ai certainement oublié beaucoup de choses. En tout cas, très très belle journée. Ensemble, on a passé, je crois, et maintenant vous êtes soucieux parce qu'il y a des grèves de train, il y a des trajets retour. On partage. Bienvenue au club. Bonne soirée à tous. Merci Charles et merci à tous. Maintenant, c'est à vous de jouer. Et un bravo particulier pour Maëva quand même qui a...